qu'à l'heure où une rencontre entre Trump et Poutine semble imminente, quelle projection pour la guerre en Ukraine? Poutine a-t-il déjà gagné la guerre ou reste-t-il une chance à Zelensky et à l'OTAN de s'en sortir? Alors, Zelensky n'est plus à l'ordre du jour dans l'agenda russe. C'est une personne non grata. Et pour cette raison-là, plus une autre raison, il n'a pas le charisme d'un homme d'État aux yeux des Russes, qui est une grande école en termes de négociation, en termes de diplomatie, et un ancien danseur de pacotille, je ne crois pas qu'il va impressionner Poutine, n'est vraiment cette diplomatie russe. Donc, et surtout, je crois que on a sonné le glas de la carrière politique de Zelensky à la Maison Blanche. Il n'y a que les Européens qui essaient encore de gonfler ou de faire de la respiration artificielle ou du bouche à bouche à Zelensky. Je crois que les Américains ont tourné cette page. Voilà. Beaucoup de gens n'ont pas apprécié la manière, bien sûr en Europe, la manière dont Zelensky a été traité à la Maison Blanche, mais je crois que Trump n'a présenté aucune excuse. Il était clair avec lui, etc., et que il ne pouvait pas gagner les Russes. Et c'était une manière tout simplement de lui dire oublie le Donbass, bye bye le Donbass, et essaye de négocier sur autre chose. Et en plus, aujourd'hui, on a affaire à un président illégitime. Donc, le mandat pour lequel il a été élu, la période du mandat pour laquelle il a été élu, elle est terminée. C'est terminé. C'est un président illégitime. Donc, il faut des nouvelles élections pour élire un nouveau président, etc. Et je crois qu'il y a des scénarios possibles pour que des élections puissent avoir lieu. Mais ce qui est extraordinaire, en Occident, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que ces élections ne peuvent pas avoir lieu dans un contexte de guerre, etc. Mais à Gaza, pour eux, c'est possible. Vous imaginez, Gaza qui est complètement détruite, ils demandent de démanteler le Hamas, mais personne ne demande à démanteler les néo-nazis ukrainiens. Et on demande aussi à réorganiser des élections à Gaza, mais on ne demande pas d'organiser, on trouve que c'est absurde d'organiser en ce moment-là des élections en Ukraine. Ça, c'est vraiment le pragmatisme cynique des Occidentaux. Je veux dire, voilà, moi je trouve que les Russes ont gagné la bataille et maintenant on essaie de trouver une petite sortie pour Zelensky qui va être rattrapé par la suite, euh, puisqu'avant même son élection, je vous envoie à la lecture d'un grand dossier du Courrier international. Le Courrier international, qu'est-ce qu'il fait? Il traduit des articles pertinents dans différents journaux internationaux. Donc, il n'écrit pas, mais il traduit. Donc, il va prendre des articles. Et donc, il a pris 2 ou 3 articles au moment de la campagne électorale de Zelensky pour les élections, et ce sont des articles de journaux ukrainiens. On faisait état, justement, du scandale concernant qui ont éclaboussé Zelensky et sa famille, qui ont été donc mises à jour par les scandales de Panama Papers et de Pandora Papers, et bien d'autres scandales le concernant, donc de corruption, etc. Donc ça, c'était clair, mais les Occidentaux, comme à leur habitude, ils ont fermé les yeux là-dessus. Donc aujourd'hui, on est face à un grand géant qui est la Russie, qu'on a essayé de décrire dans la presse occidentale comme à bout du souffle, etc. Et on a vu un bout de ces armes pendant la guerre Iran-Israël. Pendant les 2 jours de guerre iranienne-israélienne, on a vu le petit bout d'un certain nombre de missiles, bien sûr russes, que les Iraniens ont développés, etc., etc. On a vu même pendant cette guerre un certain nombre de missiles ultrasoniques
euh, qui ont vraiment atteint avec une précision incroyable, presque la frontière polonaise à 1 kilomètre ou à 2 kilomètres et demi, vraiment de la frontière. Donc ils savent très bien à qui ils ont affaire, le Pentagone, etc., etc. L'Europe comptait énormément sur l'OTAN. Elle voulait vraiment faire plonger, comme elle avait fait en Libye, l'OTAN dans cette guerre. Mais les Américains, qui sont vraiment les chefs d'orchestre à l'intérieur de l'OTAN, savent très bien qui est la Russie. Donc c'est un héritier de ce qu'on appelle l'Union soviétique. 90% de l'armement nucléaire et de tout l'armement de l'Union soviétique est resté dans le giron de la Russie. C'était une des conditions sine qua non pour permettre à ces États-là de se détacher de la Russie, les États indépendants. Donc, tout l'armement de l'Union soviétique, cet armement avec lesquels les Russes, dans les années 40, ont pu faire face à l'opération Barbarossa du Reich, du Troisième Reich et du nazisme. Donc, les Américains le savent, ils savent à qui ils ont affaire. C'est pour cela qu'ils essaient de trouver une petite sortie à Zelensky et la manière dont il a été secoué à la Maison-Blanche, aux yeux du monde. Ça veut dire ils n'ont pas fermé les portes en disant aux caméras, vous pouvez partir. Non, ils l'ont fait exprès. C'est une technique de communication. Ça veut dire l'humiliation publique, un procès avant le procès. Tu as englouti beaucoup d'argent des contribuables américains, tu as vidé ton pays du peuple, tu as envoyé ton peuple un partout en Europe et il a quand même vidé les caisses de l'aide sociale, etc., des contribuables européens, parce que quand on vide un peuple et on l'envoie vers la France, vers la Belgique, vers la Hollande, etc., bah, ces gens-là, il faut les nourrir, il faut les loger, il faut que leurs enfants aillent à l'école, il faut qu'ils soient soignés, etc. Donc, tu vas déshabiller Jean pour mieux habiller Jacques. Et donc, et donc beaucoup d'Européens, je vous assure, après 6 mois d'accueil des Ukrainiens, après, ils n'étaient pas contents, ils étaient très déçus de la manière dont beaucoup de familles ukrainiennes se sont comportées, etc. et tout. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est une histoire vraiment pliée. Les Russes sont très confiants. Ils quitteront pas le Donbass ni la mer d'Azov. Voilà. Et l'Ukraine sera jamais, et ça Trump vraiment l'a bien compris, et les Ukrainiens seront jamais dans l'OTAN. Et est-ce que les Ukrainiens partis vont revenir? Je ne crois pas, c'est toujours difficile. Leurs médecins, leurs informaticiens, leurs ingénieurs, ils sont tous installés dans des boîtes européennes, voire américains pour ceux qui sont partis loin. Et donc, pour reconstruire le pays à nouveau, bah, bonne chance. Donc, voilà. Merci, professeur. Si ça vous ne dérange pas, on va rester en zone de guerre. Mais voilà, mais une guerre un peu plus sale, un massacre. On va aller dans la zone de Géno avec Israël qui annonce qu'il va prendre le contrôle de Gaza. Pensez-vous que Benjamin Netanyahou atteindra son objectif malgré la résistance palestinienne? Mais occuper Gaza, pourquoi faire? Ils y étaient. Ils y étaient depuis 67 jusqu'à quasiment début de l'an 2000 jusqu'à Sharon. C'est Sharon qui va vider les deux colonies, entre autres la colonie de Gush Katif, où il y avait à peu près au total dans Gaza, il y avait 30 000 colons qui faisaient mais vraiment la loi et qui avaient la main mise sur toutes les ressources hydriques de Gaza. D'ailleurs, ils ont tellement pompé et que on a vraiment dépassé le seuil de la nappe phréatique et on a permis à l'eau de mer de s'infiltrer dans quasiment tous les puits artésiens. Et aujourd'hui, les puits artésiens qui ont été creusés depuis un siècle ne sont plus opérationnels. Il y a de l'eau de mer qui s'est infiltrée. Les Palestiniens qui essayent, bon an mal an, d'utiliser cette eau, on a constaté, donc et ça a été vraiment relaté dans un certain nombre de rapports
de différentes organisations relatives à la santé, qu'elles soient l'Organisation mondiale de la santé ou d'autres, qu'il y a énormément de problèmes en termes de dentition, des problèmes parce il y a quand même une dose de fluor très excessive, il y a du chlore, il y a beaucoup d'autres sels, ce qui fait que ça détruit les dents, ça provoque des problèmes de santé, etc., etc., etc. Donc, ça, c'est une façon de faire peur, de menacer. Et d'ailleurs, je me souviens toujours de cette citation de Ben Gourion qui avait justement demandé à ne pas aller vers Gaza parce que Gaza, pour lui, c'était un cancer. Pourquoi Gaza est un cancer? C'est que les habitants de Gaza, ça veut dire une grande partie de ces habitants, ce sont des gens qui ont été chassés en 47 de chez eux, qui ont été chassés de Haïfa, de ce qui est devenu aujourd'hui Tel Aviv, etc., etc., du Negev, etc. Donc, ce sont les descendants des victimes de la Nakba. Donc, ils portent énormément de blessures en eux et c'est très difficile déjà de les débarquer de là-bas. Et si on veut le faire, les Israéliens sont obligés d'offrir sur un plateau en or, donc un Auschwitz palestinien. Ils doivent passer par un Auschwitz palestinien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Si ils vont passer vers un nettoyage ethnique ou une purification ethnique, donc ce qu'on appelle un génocide, un culturicide. Donc, comme je l'avais dit la dernière fois, les sortir de la géographie, ils l'ont déjà fait. Les sortir de l'histoire, ils sont en train d'essayer de le faire, mais ils n'arriveront pas. Mais là, carrément, de les sortir de la terre et de les mettre sous terre. Ça veut dire provoquer donc un vrai génocide. Je ne crois pas, si Benjamin Netanyahu a cette intention, je ne crois pas que la société civile israélienne, je parle pas les excités qu'on nous montre à la télé, etc., donc les excités, les kahanistes, les messianiques, etc., n'oubliez pas aujourd'hui que la reconnaissance du génocide en tant que, je veux dire, crime contre l'humanité commence vraiment, je veux dire, à arriver dans des milieux qu'on n'a jamais soupçonnés. Voir quelqu'un comme David Grossman, et je vous assure, j'ai potassé tous ses livres. C'est un grand intellectuel, c'est un grand écrivain, mais un sioniste de la mort. Un haineux du peuple palestinien. Il s'est modéré un petit peu après les accords d'Oslo. Ok, c'est bon, on va leur donner un État, etc. et tout, mais voilà. Mais un État qui va dans les contours, dans le fonctionnement, dans le modus operandi, doit être dicté par les Israéliens. C'est pour cela, et non pas directement, après Oslo, se sont retirés directement des territoires qu'ils avaient occupés en 67, comme le préconisait la résolution 242, et puis plus tard la résolution 338, mais ils ont essayé, parce que de l'autre côté, malheureusement, et ça je le dis souvent, les Palestiniens, ils étaient trop naïfs et pour ne pas dire, ils étaient trop bêtes. Parce que ce qu'ils ont commencé à faire avec les accords d'Oslo, c'est que, au lieu de discuter les modalités de l'application du droit, ça veut dire, vous devrez partir, mais on doit voir comment vous allez partir. Ils ont commencé à négocier le droit lui-même, alors qu'un droit ne se négocie pas. Si quelqu'un vous doit 100 euros, il viendra chez vous, il vous dit, écoute, je vais vous rendre 60, c'est tout ce que je peux. Ça, il est en train de négocier le droit. C'est une dette qu'il a envers vous, c'est votre droit de récupérer vos 100 euros. Alors, c'est quoi l'application des modalités de ce droit? C'est que vous lui dites, ok, je sais que vous êtes en difficulté, mais vous devrez me rendre 20 euros
pendant 5 mois et ça fera son taureau. La même chose. Je sais que c'est compliqué de déménager les 6. À l'époque, c'était 450 000 colons. Maintenant, ils sont presque 1 million. Voilà, on fait la chose suivante. Soit ils opteront pour la nationalité palestinienne, ils deviendront palestiniens, etc., etc., et ils travailleront en Palestine, même s'ils travaillent en Israël, mais ils doivent payer leurs impôts, etc. Ils deviendront des citoyens palestiniens avec les mêmes droits que tous les Palestiniens, etc. On va enlever les barrières, les enclaves, tout ce qui s'ensuit, etc. Ou bien, carrément, s'ils n'ont pas envie de vivre en Palestine, bah, ils partiront, mais donc on organisera ça sur une durée de 10 ans, 5 ans, ça dépend ce que les négociations vont donner. Ah, bah, ils ont commencé à négocier. Oui, mais écoutez, vous voyez, les territoires occupés en Cisjordanie, peut-être on va vous les remplacer. C'était le projet du Yehoud Olmert. On va les protéger et on va vous donner à la place donc des territoires à grande majorité arabe en Galilée, par exemple, An-Nasira, donc Nazareth, etc., etc. Donc on est rentré dans une façon à discuter le droit lui-même, alors que le droit n'est pas négociable. C'est les modalités de son application qui sont négociables. Donc voilà, on est là. Mais je crois pas, ça c'est encore la folie de quelqu'un qui s'appelle Trump, et comme je l'ai souvent dit chez toi, cher Adnan, ce bonhomme relève plus de la psychiatrie et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait donc au sommet de l'État. On l'avait vu avec le pressing qu'il a essayé de faire sur les 50 États américains, donc, et surtout les États qui refusent de commercer et d'avoir des contrats avec l'entité ou avec des entreprises israéliennes qui travaillent dans les colonies. Lui, il a essayé de faire un pressing, mais heureusement, il y a des conseillers, il y a des juristes, il y a des tribunaux, il y a énormément de choses dans ce pays qui ont rappelé Trump à l'ordre. Mais Trump est plutôt sous pression d'un dossier de mœurs plus que guidé par une intelligence politique, etc. Parce qu'il a plus, je veux dire, d'horizon politique après son mandat. Donc, qu'est-ce qui va expliquer le fait que vraiment il marche au pas de Benjamin Netanyahu? Moi, je crois que il y a un dossier grand comme une montagne qui pèse lourd sur les épaules de Trump, et ce bonhomme a peur d'un grand scandale éthique et un scandale de mœurs qui va l'éclabousser et qui peut même, je veux dire, raccourcir son mandat comme on l'a connu avec Nixon pour corruption d'élections, etc. Donc l'affaire Watergate, comme on l'avait vu avec l'affaire Monica Lewinsky, mais les avocats se sont arrangés à coups de dollars. C'est pour cela Bill Clinton n'était pas contraint à démissionner. Mais donc aux États-Unis, on peut voir dans les mois, voire les années à venir, peut-être le mandat de Trump s'écourter et passer à autre chose. Mais aucun Israélien qui a la tête sur les épaules, y compris dans le milieu des sionistes, je ne parle pas des religieux, je ne parle pas de ces juifs très radicaux, les juifs russes par exemple, les juifs yéménites, les juifs marocains, les juifs marocains. Ils ont une haine viscérale vis-à-vis du Palestinien, etc., etc. راك يجيو المغرب كيضحكوا عليكم, vous croyez que vous allez leur ouvrir leurs portes. Donc, ديروا في راسكم, ils sont en train de vider les maisons des gens, les gens sont à la rue sous prétexte qu'eux doivent récupérer les biens qu'on leur avait spoliés, etc. Alors, ceux qui leur ont spolié les biens, c'était l'État, c'était Ofker, c'était Medbouh, c'était Hassan II, c'était le frère de Hassan II, Abdullah. D'ailleurs, Abdullah avait ouvert une agence de voyage virtuelle où il prenait 50% sur les billets que les Juifs achetaient pour se rendre en Israël. Donc, Agnès Ben Simoun, on parle super bien de ça. Israël n'a ni les moyens, donc pour résumer vite, très vite, il n'a ni les moyens militaires. Il y a de plus en plus de réservistes qui ne se présentent plus à leur poste,
Donc les appelés refusent de se présenter. Beaucoup se cachent. Beaucoup ont déjà quitté Israël par la Jordanie, par d'autres moyens, parfois même par l'Égypte, pour se rendre en Europe, aux États-Unis, etc., pour ne pas aller guerroyer à Gaza. Gaza est devenu un enfer, pas uniquement pour les Palestiniens, même pour l'armée israélienne, parce que chaque jour, on a des photos de soldats, de jeunes filles qui tombent dans des guet-apens, et qui perdent la vie ou bien qui perdent une partie de leur corps, de leurs membres, etc., etc. Donc, ça c'est une chose. Et puis, même à l'intérieur de l'élite israélienne, plus personne aujourd'hui n'est prêt à endosser moralement ce génocide. Et surtout, aujourd'hui, comme je viens de vous le dire, même les derniers, remparts, les derniers soutiens d'Israël dans cette élite, je viens de citer David Grossman, la dernière fois on a parlé de Bartov, on a parlé de bien d'autres. Donc, je ne crois pas aujourd'hui que Israël peut trouver quelqu'un qui peut cautionner, soutenir, ce projet-là. On l'avait vu et on s'est rendu compte, mais vraiment dans les 2, 3 jours de l'attaque iranienne qu'Israël, c'était un lion papier. Il bluffait sur des Palestiniens avec ses attaques aériennes, mais quand on a vu vraiment la contre-réaction des Iraniens, on se dit franchement, on nous a bluffé pendant toutes ces années-là et on était face à des armées arabes lâches, des armées en carton, des armées complices, des armées pleines d'espions, y compris des chefs d'État espions, etc., etc., etc. C'est la grande déception. Mais Israël ne peut rien contre une guérilla, urbaine, bien enfouie dans les tunnels. Elle sort au moment opportun pour faire sauter une Merkava ou pour faire sauter donc un char avec tout son contenu et ses contenants. Donc je crois pas. Aujourd'hui c'est un clin d'œil que Benjamin Netanyahu envoie envers Smotrich et Ben Gvir, qui le menacent à tout moment de quitter le gouvernement, de le faire chuter. Et donc, ça sera après directement la traduction de Benjamin Netanyahu, bien entendu, devant les tribunaux israéliens. Voilà, Adnan. Passons à des choses un peu plus heureuses. Si vous le permettez, on va parler de la Chine. Il se passe toujours des choses très intéressantes en Chine. Les exportations de la Chine restent dynamiques malgré leur baisse vers les États-Unis. Les exportations chinoises ont progressé de 7,2% en juillet, dépassant les anticipations. La hausse des ventes vers l'Europe, l'Afrique et l'Amérique latine a largement compensé la baisse de 6,1% des exportations vers les États-Unis, due aux taxes évidemment, malgré les droits de douane imposés par Trump. Le commerce extérieur de la Chine bondit en juillet et déjoue toute prévision. Comment expliquez-vous cette performance inattendue? Alors, première chose, c'est l'énergie bon marché. Donc, tout ce que les Européens n'ont pas acheté, l'Inde et la Chine l'ont acheté. Et les Chinois ont acheté énormément, pas pour la consommation immédiate. Et ça, tu sais très bien, la culture chinoise, cher Adnan, c'est le long terme. C'est le long terme. Pour eux, le Chinois, dans sa culture de Confucius, est éternel. Et celui qui est éternel doit épargner. Donc il adopte une posture de fourmi. Ça ne veut pas dire qu'il ne consomme pas. Mais il doit penser pas à 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Les bureaux de prévision en Europe font des plans maximum pour 5 ans. Parce que le court terme, c'est 2 ans. Le moyen terme, c'est entre 2 ans et 4 ans. Et le long terme, c'est 5 ans. Mais après 5 ans, on ne sait pas. Et pour vous rappeler, vous savez que les Chinois, dans les années 90,
ont acheté des mines fermées et abandonnées en Australie. Des mines fermées et abandonnées en Australie. Même les villes qui étaient constituées autour de ces mines, enfermées. Il n'y a que des chiens, des kangourous qui arrivent là-bas, mais il n'y avait pas d'humains. Mais ils ont acheté ces mines. Alors beaucoup de gens vont dire, ouais, c'est de l'argent englouti pour rien. Oui, si tu réfléchis à 1 an, si tu réfléchis à 2 ans, si tu réfléchis à 3 ans ou à 4 ans. Alors, vous allez me dire pourquoi ils les ont achetés. Bah, tout simplement, ils savent aussi faire le calcul, ils ont des bourses chez eux. Bah, ils attendent que le prix de ces minerais en question atteint un prix de vente qui peut couvrir largement le prix de revient de l'exploitation de ces mines. Et aujourd'hui, l'histoire leur a donné raison. Parce que parmi ces mines, il y avait énormément de mines qui englobaient ou bien qui contenaient ce qu'on appelle les terres rares. Et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui les Chinois détiennent presque 80% des terres rares. Les terres rares, ce sont des métaux, des minerais qu'on retrouve dans des produits à haute valeur ajoutée, des produits high-tech, etc. Beaucoup plus précieux que l'or, etc. Donc voilà les Chinois comment ils fonctionnent. Alors, cette guerre russo-ukrainienne et le boycott européen aveugle et con et bête qu'ils ont fait subir à leur population, qui ont payé le prix cher de l'énergie, des produits qui nécessitaient de l'énergie, qu'on produisait grâce à l'énergie, tout a flambé. On a supporté, comme je l'avais dit la dernière fois, des inflations relatives aux produits alimentaires entre 35 et 42%. Donc, les Chinois ont stocké énormément de ce gaz. Qui dit gaz bon marché, et le gaz est un élément très important qui intervient dans ce qu'on appelle en anglais les inputs. Ça veut dire les éléments nécessaires pour la production. C'est la matière première, vous avez de l'énergie pour fonctionner la machine. Et quand cette énergie est moins chère, le prix à la sortie est moins cher. Et quand le prix à la sortie est moins cher, vous êtes imbattable. Vous êtes imbattable. Et toutes les entreprises européennes, américaines, qui ont quitté la Russie, mais ils ne sont pas revenus en Europe. Et une grande partie de ces entreprises sont parties en Chine et d'autres en Inde. Il y a un petit peu, mais très peu, selon l'année passée, l'image économique du monde. J'attends toujours le rapport de cette année, c'est au mois de septembre qui sort. Mais celui de l'année passée, il y a un peu en Malaisie, un peu en Indonésie, mais la grande partie de ces entreprises qui étaient contraintes de partir, automatiquement, ils se sont retrouvés en Chine pour continuer à produire et à exporter vers l'Europe. Et puis, il y a une chose, les Russes avaient suffisamment d'argent pour acheter un peu partout. Et puisqu'ils ne peuvent pas acheter en Europe, ils ne peuvent pas acheter aux États-Unis, surtout sous Biden. Il y avait un embargo terrible. Et en plus, les modes ou les modalités de paiement a été bloquées. Et les seuls qui ont accepté que les Russes payent avec la monnaie qu'ils le désirent, à savoir le rouble ou le yuan, qu'ils avaient quand même dans leur réserve, c'était les Chinois. Donc, le manque à gagner pour les Américains, c'est les Chinois qui l'ont récupéré. Le manque à gagner pour les Européens que les Russes dépensaient en Europe, et surtout beaucoup de milliardaires russes auxquels on avait confisqué des yachts, etc., sous prétexte qu'ils étaient très proches de Poutine, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis ailleurs. Ils ont pris leurs clics et leurs claques, ils sont partis ailleurs, et beaucoup se sont retrouvés en Chine, en train de
financer des clubs mondiaux par l'intermédiaire des fonds d'investissement chinois. Ils ont injecté leur argent dans des fonds d'investissement chinois, souvent des comptes numérotés pour qu'on ne puisse pas les déceler. Et c'est les Chinois qui font le boulot. Ils viennent acheter des clubs en Italie, en Espagne, partout. Ils achètent quasiment tout ce qui est autour de ces stades, les hôtels, tout le bazar. Et là, il y avait énormément d'argent russe qui a été retiré de l'Europe. Donc, on a appauvri, si vous voulez, la masse de l'épargne qui est une manne pour les investissements en Europe et aux États-Unis. Elle s'est retrouvée en Chine. Voilà pourquoi la Chine, ces 4-5 dernières années, a pu donc vraiment faire ce grand décollage économique. Et on voit aujourd'hui le produit intérieur brut réel chinois est en train de rattraper le produit intérieur brut américain à une vitesse incroyable. Le produit intérieur brut américain, comme on l'avait dit la dernière fois, il est de 22 000 milliards de dollars. Le produit intérieur brut chinois l'année passée, donc cette année doit être encore un peu plus, mais j'ai pas le chiffre, celui de l'année passée avoisinait les 19 000 milliards. Vous imaginez un pays qui a découvert l'économie du marché dans les années 70, fin des années 70 après la mort de Mao, aujourd'hui est en train de rattraper une des plus grandes puissances mondiales. Les Américains détiennent 26,1 ou 2% du produit intérieur brut. Ben les Chinois, ils ont 24,2%. On n'est pas loin. Alors, si on convertit le produit intérieur brut américain, et puisqu'il est tout le temps dans le calcul, il est pris comme un élément standard, un élément de référence, ça veut dire le produit intérieur brut américain en PPA, les économistes l'utilisent comme référence, donc il va rester le même que le produit réel, mais celui des Chinois atteint presque 30 000 milliards de dollars. Donc en produit intérieur brut, en PPA, parité de pouvoir d'achat, les Chinois sont loin parce qu'ils ont un niveau de vie très très bas que celui des Américains. La vie n'est pas aussi chère qu'aux États-Unis. Donc la Chine, aujourd'hui, c'est le cluster mondial. C'est la firme, c'est l'usine mondiale. Elle a encore un retard à rattraper en termes de recherche dans les domaines de la high-tech, etc., etc. Mais en termes, je veux dire, manufacturières, c'est le premier pays au monde en PIB réel et en PPA, les deux. Elle dépasse les Américains, je veux dire, tout se produit en Chine. Alors, les Chinois ont appris de l'histoire qui était la leur et qui leur a permis d'arriver là où ils sont arrivés aujourd'hui. Les Chinois, il y a des produits, des commandes qu'ils ne produisent pas chez eux en Chine. Parce que la main-d'œuvre aujourd'hui chinoise est devenue un peu plus chère qu'il y a quelques années, parce qu'elle est très qualifiée, voire hautement qualifiée. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils refusent pas les commandes. Ils vont pas dire, moi je ne sais pas, je prends un exemple, par exemple le textile hard discount, pour ceux qui connaissent un peu le textile européen, surtout hollandais, le Zeeman, le Wibra, maintenant le textile irlandais comme Primark, etc., passe par des grands négociants chinois. Et ces derniers, qu'est-ce qu'ils font? Puisqu'ils ne peuvent pas trouver un ouvrier chinois qui va accepter 100 dollars ou 70 dollars le mois, bah, ils délocalisent vers le Bangladesh, vers le Vietnam, vers le Pakistan, etc., etc., etc. Et récemment, ils ont pris le chemin de l'Éthiopie. Et là, ils produisent à 40 dollars par mois. Bien sûr, le textile. Donc, ce qui fait que ça, c'est inconcevable, inimaginable en Europe. Inimaginable en Europe. Inimaginable en Europe.
Aujourd'hui, personne, ni les États-Unis, ni l'Europe ne peut se passer de la Chine. La Chine, donc, dispose d'un avantage compétitif et d'un avantage comparatif, ça veut dire qu'elle a une main-d'œuvre moins chère, beaucoup moins chère que celle en Europe, pour un certain nombre de produits, et ce qui fait que ces produits arrivent sur les marchés européens et ils sont à la disposition quasiment de tout le monde. Tout le monde dispose d'un GSM grâce aux Chinois. Tout le monde dispose d'un ordinateur grâce aux Chinois. Nos administrations sont dans une digitalisation très, très accélérée grâce aux Chinois. Si ces produits-là se fabriquent en Europe, ils seront inaccessibles. On aurait pu avoir un retard terrible en termes de digitalisation dans nos administrations. On n'aurait plus eu de app sur nos GSM, ni rien du tout, faire des opérations bancaires à partir de notre GSM. Et notre GSM aurait coûté facilement, si on l'avait produit en Europe, aurait coûté ça facilement 3-4 fois le prix. Vous savez, donc Arnaud Zachary qui avait fait sa thèse chez nous là-dessus, vous savez, il nous avait dit à l'époque, quand un iPhone quitte la Chine, un iPhone qu'on achète nous à 1000 euros, 1100, 1200 euros, quand il quitte la Chine, il laisse derrière lui combien en Chine? 15 $. Est-ce qu'il y a une entreprise américaine, européenne qui peut fabriquer un iPhone à 15 $? À Lille, à Marseille, à Paris? Je ne crois pas. Je ne crois pas. On estime qu'un iPhone peut être fabriqué en Europe entre 200 et 300 $. Vous voyez que la Chine est là et on ne peut pas s'en passer. On peut l'insulter tout ce qu'on veut, mais c'est l'histoire de la belle-mère, hein. Personne n'en veut. Personne n'en veut de la belle-mère, mais quand on a besoin d'un peu de sous pour payer le notaire ou pour régler un problème financier, etc., on va toujours la solliciter. On va boire du café chez elle et on lui amène une petite tartelette. C'est ça la Chine aujourd'hui pour le monde. C'est l'usine mondiale où personne ne peut s'en passer parce que chacun trouve son compte, y compris les pays du tiers-monde. Y compris les pays du tiers-monde. Donc, vous savez que le Maroc, il y a un type de textile qu'il n'arrive pas à produire chez lui, surtout le tissu. Pour des cafetons à haute valeur ajoutée, il ne sait plus le fabriquer au Maroc parce que la fabrication artisanale traditionnelle est en voie de disparition et quand on essaye de remettre tout ça en ordre et tout, ça va revenir beaucoup plus cher et alors on le ramène vers la Chine. Donc la plupart des tissus que les dames marocaines, voire même algériennes, parce qu'ils ont aussi leur cafetan, produisent, je crois qu'ils passent par la Chine, voilà, parce qu'on a perdu tous nos artisans et puis aujourd'hui, si on les met au travail, le tissu reviendra beaucoup, beaucoup plus cher et on sait très bien que l'histoire indienne et chinoise en termes de tissu et surtout le tissu noble et la soie est incontournable à ce niveau-là. Voilà, ils ont un héritage extraordinaire. Voilà, Adnan, pour la Chine. Merci professeur pour cette réponse très complète sur un sujet si complexe. C'est mon moment préféré quand je passe à la question chinoise. Je sais. C'est la petite récréation. Alors, on va retomber dans le malheur, au Liban. Alors, quelques mots sur le Liban qui ordonne aux militaires de désarmer le Hezbollah. Bah écoute, moi, ça me rappelle un moment sombre de l'histoire de ce pays. Vous savez comment la guerre civile a commencé? Parce que les phalangistes libanais, les chrétiens libanais, ont demandé à ce qu'on désarme les Palestiniens. Les Palestiniens, bien sûr, présents au Liban, dans les différents camps, Sabra, Shatila et d'autres endroits. Et c'était, si vous voulez, la petite étincelle qui va mettre le feu vraiment au pays.
Parce que, bien entendu, les chrétiens extrémistes comme Haddad, comme Jarja, comme toutes ces personnes, plus une grande partie des maronites, étaient pour le désarmement de ces gens-là. Ils disent oui, c'est des étrangers, on les a chez nous, mais le fait qu'ils ont des armes et tout, ça peut être une menace pour la stabilité du pays, etc., etc. Et donc, automatiquement, les Palestiniens refusaient. Ils ont eu le soutien quasiment de tous les partis de gauche libanais, le Parti socialiste druze, Mandamat al-Amal, donc l'organisation du travail, communiste, etc. Et puis voilà, ce refus qui était au départ verbal passera au stade des confrontations, et puis ça a donné ce que ça a donné, la guerre civile. Aujourd'hui, je me suis dit, et c'est pas moi qui le dis, Monsieur Haddad, ancien président libanais, récemment, il a fait une déclaration à ce sujet-là en disant attention, tant que le Liban n'est pas indépendant, tant que le Liban n'a pas obtenu un cessez-le-feu définitif, total, et il n'a pas récupéré tous les territoires qu'occupe aujourd'hui Israël. Il y a énormément de petits villages à la frontière, et entre autres le château d'eau au sud du Liban, donc Mazar et Shab'a, donc les fermes de Shab'a, qui est un château d'eau dont profitent Israéliens depuis des années et des années. Donc, ils l'occupent. C'est là où il y a quasiment, je veux dire, un certain nombre de montagnes, où il y a la neige quasiment jusque fin mars, et puis la fonte des neiges, ben, ça transforme en eau. Et puis, aujourd'hui, on parle de tunnels souterraines pour voler une grande partie des eaux du Litani. Litani, c'est un fleuve qui prend naissance au Liban et il se termine au Liban. Donc, c'est un fleuve national qui ne traverse pas plusieurs pays. Il naît au Liban, il traverse le Liban et il termine en Méditerranée, donc au Liban. Mais au moment où ils ont occupé, les Israéliens, ils ont occupé le Liban, bah, ils ont creusé des tunnels en créant une dénivellation, l'eau coule et se dirige donc selon la loi de la gravitation vers Israël. Et donc on ne peut pas aujourd'hui désarmer donc une résistance reconnue comme telle, sauf par je vais dire une petite partie de Libanais qui refusent de voir en elle, mais on les connaît, ce sont des phalangistes, pour ne pas dire des fachos, ils sont très connus, et en plus, je parle institutionnellement parlant, il y a une violation des accords de Taïef. Les accords de Taïef, signés par toutes les factions libanaises, sunnites, chiites et chrétiennes, reconnaissent le Hezbollah comme une entité de résistance et que tous les Libanais doivent lui apporter soutien. Il y a aussi ce qu'on appelle, puisqu'on est dans un truc en français, donc donc la déclaration gouvernementale, ça veut dire quand un gouvernement se constitue, approuvé par le président, automatiquement ce gouvernement fait une déclaration. Ce sont les grandes lignes, si vous voulez, politiques, sur lesquelles toutes les composantes de ce gouvernement sont mis d'accord, et il faut fonctionner donc en fonction de ces grandes lignes directives. Et parmi les lignes directives de cette déclaration gouvernementale, on retrouve le Hezbollah comme un mouvement de résistance et auquel on doit respect et soutien et solidarité. Même au moment du serment
du président libanais. Même au moment du serment du président libanais, donc, le Hezbollah a été évoqué comme un élément clé, incontournable, de la lutte contre l'occupation d'une partie du Liban par l'entité israélienne. Donc, elle a été reconnue comme de la résistance. Aujourd'hui, on vient avec un dictat américain, parce que c'est une feuille de route américaine, c'est un torchon américain, qui promet, comme l'avait fait Macron au moment de l'explosion du port, il est venu, il a fait son petit show, le kéké rose, et il a fait son petit show, il est passé dans les petites rues de Beyrouth, les gens étaient contents, ils l'ont salué, Alan Fek, Saïd El-Raïs, etc. Et puis après, le monsieur a disparu, on l'a jamais revu. Hein. Et pas un seul sou français n'a été investi là-dedans. Il y a beaucoup de problèmes à Marseille, il y a beaucoup de chômeurs en France, il n'y a pas d'argent qu'on donne. Et on découvre même maintenant par la presse, et grâce aux Algériens, on découvre que la France vivait gratuitement en Algérie, l'État français. Tous les immeubles, que ces institutions, qui soient les ambassades, les consulats, les centres culturels et tout, étaient offerts généreusement par le gouvernement algérien. Quand ils vivaient gratos. Et après, t'as Knafo qui te disent on donne l'argent aux Algériens. Bande de schmettes. Mais vraiment une bande de schmettes de Haggara comme ça. Ou paye ton loyer avant. Bande de squatteurs. Payez votre loyer à la caisse algérienne. Payez votre loyer. Bande de squatteurs. Donc, ce qui arrive maintenant, et moi ça m'inquiète sincèrement, ça m'inquiète pour des raisons sentimentales. J'ai visité ce pays 7 ou 8 fois. J'ai connu des gens très attachants. Je sais pas moi, j'étais à l'hôtel, j'avais réservé une petite chambre. Et puis, je me suis sympathisé avec une jeune directrice qui avait fait ses études aux États-Unis, etc., d'hôtellerie et tout. Et puis, elle donne l'information à l'accueil en leur disant donnez une suite à monsieur. Je dis mais j'ai pas de quoi payer suite. À l'époque, j'étais encore étudiant en thèse. Moi, j'ai une suite au prix d'une petite chambre. Vraiment, parce qu'il m'a dit oui, tu auras besoin pour travailler, etc. et tout et tout. Donc, voilà, ça c'est le Liban. Et quand je suis arrivé à l'aéroport et pour partir, je vous assure, j'avais plus de 30 kilos en plus de poids, mais j'avais presque rien dans ma poche. Rien. Et on m'a laissé passer avec 30 kilos en plus, sans rien payer quand je leur ai dit que c'était des livres, que je suis chercheur et je préparais une thèse. C'est ça le Liban. Et ça me fait penser à ce fameux adage qui a beaucoup circulé dans le monde arabe et qui dit les Égyptiens écrivaient, les Libanais publiaient, les Syriens et les Irakiens lisaient. Et aujourd'hui, quand vous prenez la carte du monde arabe, l'Égypte est dans une mer totale, le Liban est complètement détruit, la Syrie et l'Irak n'existent plus. On a visé le cerveau arabe. Aujourd'hui, on essaie de faire la même chose avec l'Algérie. Donc, soyez vigilants, mes amis algériens. Soyez vigilants, tous derrière votre gouvernement, avec ses torts, ses faiblesses, ses forces, ses opportunités, ses menaces. Mais soyez derrière votre gouvernement. Il est visé. Parce que les Algériens aussi, c'est la conscience aujourd'hui du monde arabe et du Maghreb. Donc faites attention, on prépare quelque chose de sale pour l'Algérie. La Libye, vous le voyez, elle est complètement détruite. On a essayé avec la Tunisie, mais on n'est pas arrivé. Mais on a envie de faire de l'Algérie ce qu'on a fait de la Libye. Mais le peuple algérien est incomestible. Donc, il ne se digère pas. De temps en temps, on a des erreurs comme ça, style Boualam Sansal et tout, mais il a eu ce qu'il mérite, heureusement. Mais les Algériens, ce sont les enfants
et les héritiers des Shuhada. Donc faites attention, vous êtes dans l'orchil le matin. Voilà. Voilà, Adnan. Macron a réagi très durement envers l'Algérie. Il donne des directives à son Premier ministre pour sanctionner des diplomates algériens, demandant au gouvernement de faire preuve de plus de fermeté vis-à-vis de l'Algérie. L'Algérie anticipe en annulant les accords de 2013. Jusqu'où ira la crise? Écoute, moi je trouve que on est très sévère avec ce monsieur. Alors je m'explique. Parce qu'avec Mohamed VI, il lui a raccroché au nez. Il n'osera pas faire ça avec Tebboune. Hein. Il envoie une note à son Premier ministre. Il envoie une note à son Premier ministre. Il n'envoie pas un courrier salé à Tebboune, hein, ni au ministre des Affaires étrangères algériennes. Il n'ose pas. C'est une histoire interne à la France. Mohamed VI, pendant l'affaire Pegasus, Macron lui a raccroché au nez. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Tahar Ben Jelloun sur I24. Voilà, c'est Tahar Ben Jelloun. La journaliste lui a posé la question. Elle a dit comment ça se fait, c'est froid pour le moment entre la France et etc. Elle a dit le président Macron a très mal parlé à notre roi. A très mal parlé à notre roi. Et puis par après, dans un autre débat, pour revenir sur cet entretien de Tahar Ben Jelloun, il y avait des journalistes de I24 le lendemain, ils sont revenus là-dessus, il lui a dit, selon nos informations, il lui a raccroché au nez. Il a dit, comment ça se fait avec toute la confiance que je vous fais, vous m'avez espionné, vous m'avez mon numéro de téléphone sur écoute, etc., etc. Et l'autre, il a commencé à jurer, Wallah, l'adem, Wallah, je sais pas, apparemment, il a commencé à jurer, etc. Et l'autre lui a raccroché au nez. Donc, voilà. Ça n'arrivera pas avec l'Algérie, ne comparons pas l'incomparable, hein. Là-bas, c'est l'humiliation totale à l'Aïacha. Moi, quelqu'un qui me raccroche le nez, je le vois, je change de trottoir. Je ne vais pas revenir chez lui, l'amener au Parlement marocain, lui organiser un dîner au palais. Mais c'est quoi cette hachmouma? C'est vraiment la honte. C'est la carpette. Alors, les Algériens, ils sont clairs à ce sujet-là. C'est pas qu'on veut pas récupérer nos citoyens. Ils peuvent revenir quand ils veulent. Mais leur cas est encore en justice, laissant la justice dire son dernier mot à leur propos. Et si les juges décident de leur renvoi, on sera les premiers à les accueillir. Mais laissant la justice faire son travail. Pourquoi vous ne réservez pas le même traitement pour ceux qui sont dans la même situation et on a presque la même chose, qui sont d'origine marocaine, d'origine tunisienne ou d'origine subsaharienne? Pire encore, il y a 2 ou 3 jours, on a vu quelqu'un qui a un casier judiciaire que le chameau de Mohamed VI ne sait pas transporter tellement il est lourd, qui a allumé sa cigarette avec la flamme du soldat inconnu. Et on n'a pas fait de scandale là-dessus. Imaginez un seul instant si c'était un Algérien. Pascal Pro, Bernard-Henri Lévy, tout le monde sera là sur le plateau. Imaginez un seul instant que c'était un Algérien qui avait fait ce geste. Ça aurait été une bombe atomique qui va exploser, hein. Et c'est ça que les Algériens n'acceptent pas. Ce traitement en défaveur de l'Algérie. Traitez nos enfants comme vous traitez les enfants des autres, qui sont dans la même situation. Il y a autant de OQTF marocains, tunisiens et subsahariens qu'il y a d'Algériens. Mais le traitement n'est pas le même dans les yeux de Rotaillot et maintenant on vient de le voir aux yeux de Macron.
Et alors, les Algériens n'étaient pas habitués à la méthode Ammi Tebboune. La méthode Bouteflika, excusez-moi mes chers Algériens, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Paris à 2 reprises dans le bureau d'un des grands avocats de FLN, au Saddiq, Allah yarhamou, donc qui était au boulevard Saint-Michel, euh, quelqu'un de gentleman, très cultivé. Moi, je l'ai rencontré, il était encore lucide, il n'était pas malade, etc. Mais il était un peu flexible pour les Français. On pouvait le manipuler, on peut tirer beaucoup de choses, on peut le charmer parce qu'il a beaucoup vécu entre Paris et Genève quand il était vraiment dans la période de son éloignement de l'Algérie, un petit peu entre Dubaï, etc., un petit peu entre les États-Unis, la fondation Carter, etc. Mais Hamid Tebboune, c'est le moujahid, hein. C'est make Algeria great again. C'est quelqu'un qui a envie de rendre les années de gloire, les années de fierté aux Algériens. Et ça passe pas. Ça passe pas. Et en plus, la visite de Masoud Bols et tout cet accueil, etc., et puis son passage par Paris, je sais pas ce qu'il leur a raconté à Paris, peut-être c'est ça qui les a énervés, parce qu'après le passage de Bols, quelques jours plus tard, Macron réplique. Il était calme. Est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas ce qu'il leur a raconté à Paris. Les journaux n'ont pas fait état, donc on ne peut pas spéculer, mais il les a mis mal à l'aise. Et les Algériens, comme le disait tout à l'heure Adnan dans sa question, ont piétiné les accords de 2013. Mais celui qui a commencé à leur cracher dessus, ben, c'était la France. En imposant des visas à des personnalités algériennes disposant d'un passeport diplomatique. C'est pas à la France de décider qui va et qui ne va pas avoir un passeport diplomatique. C'est l'État concerné, c'est elle qui livre les passeports diplomatiques. Par exemple, en Belgique, je ne sais pas si c'est le cas en France, en Belgique, tous les hommes politiques, qu'ils soient des députés communautaires, régionaux, fédéraux, sénateurs, ministres, tout ce que vous voulez, ils ont le droit à un passeport diplomatique. Ils ont le droit à un passeport diplomatique. Même si c'est un député communautaire, un petit député communautaire, pas les maires, pas les adjoints en maire, ceux-là non, parce qu'ils sont censés travailler localement. Mais tout ce qui est député communautaire, ils ont des relations culturelles avec des pays étrangers, etc. Voilà. Donc ceux-là, ils ont droit à un passeport diplomatique en Belgique. Et c'est la Belgique qui délivre les passeports diplomatiques. C'est pas l'État XYZ qui va dire non, non, vous ne délivrez pas des passeports diplomatiques à vos députés. Ben, c'est absurde. Comme l'Algérie s'est jamais interféré dans les affaires françaises à qui elle livre ou il ne livre pas de passeport diplomatique. C'est une catastrophe. Et donc, on a appliqué la réciprocité. Et d'ailleurs, c'est le seul pays au monde qui applique ce principe de réciprocité avec la France. C'est l'Algérie. Vous imaginez au Maroc un citoyen français qui part faire du tourisme au Maroc. Il a une réservation d'hôtel et là son billet d'avion, il peut rentrer avec sa carte d'identité, même pas un passeport. Et le Marocain doit faire les fils, il doit passer par les agences de visa. Professeur, Oui. carte d'identité, même périmée. Ça, je ne savais pas. Non, mais je vous le confirme, je vous le Je confirme. te crois, je te crois. Non, mais pour vous dire, après que j'ai indiqué que la fierté marocaine. Je crois que la fierté, elle est du côté algérien. Les faits sont là. Moi, je parle d'une manière factuelle. Je parle d'une manière factuelle. Et moi, je les ai vus à l'aéroport avec mon... Moi, j'étais massab. J'allais le dire aux douanières. Je me suis dit, il va encore me dire Kaswa là. Et donc, il y avait un Suisse devant moi qui lui montre sa carte. Il lui montre sa carte d'identité à Sahbé.
Et toi, va rentrer en Suisse. Un peu de fierté quand même. Les 400 là, les 500 euros qui viendra dépenser pendant 3, 4, 5 jours, je n'ai pas besoin. Ma dignité, ma fierté, mon honneur, la baraka des ancêtres, Allah yaj'al baraka. Donc voilà, donc voilà. Et je crois que c'est comme ça que l'Algérie donne des leçons au monde entier. Donc il faut écrire un guide qu'on appellera Comment vivre, je veux dire, au Conseil de sécurité, pour Vous ce devez type. le distribuer gratuitement à Yacha, je pense. Oui, oui, bah, on peut leur donner gratuitement. Non, on le mettra ce forme PDF où ils vont le télécharger gratuitement. Donc voilà. Franchement, c'est moi, je trouve que l'Algérie doit jouer le rôle de locomotive pour construire un Maghreb fier, un grand Maghreb fier, un grand Maghreb d'honneur, on manque de fierté, on manque qui les Algériens, on manque de nif quoi. Il faut nif, nif. Voilà, on manque de ça. Voilà, on manque de ça, billah.